J'ai coordonné cette recherche avec Anne-Rose, qui était vraiment la cheville ouvrière de cette recherche, et Maud qui nous a bien aidés aussi. Et il y a eu effectivement des moments compliqués, et les membres du comité d'accompagnement ont eu des moments très compliqués aussi, quand il a fallu effectivement faire un questionnaire qui soit qui s'adresse au plus grand nombre possible. Donc voilà, je vous ai tous remerciés, ceux qui faisaient partie du comité d'accompagnement, dans la publication, mais effectivement, je tiens encore à vous saluer et vous remercier aujourd'hui, parce que effectivement, et c'est pas toujours le cas, on a eu un comité d'accompagnement très motivé, qui nous a vraiment bien accompagnés, qui a beaucoup travaillé avec nous, en fait, vraiment, en réelle collaboration. Et on a passé effectivement des après-midi à travailler le questionnaire pour que les questions... Alors évidemment, plus on les travaillait, moins parfois ça voulait dire quelque chose, parce que chacun y ajoutait sa petite pierre, et puis en fonction des disciplines, etc. D'où le titre, déjà, qui est très complexe et qui en soi a déjà été un grand défi méthodologique. Donc voilà, merci à tout le monde d'avoir contribué en fait à ce joli résultat, je pense, qui est une première finalement, c'est-à-dire des portraits socio-économiques. L'Observatoire en a déjà mené à plusieurs reprises, notamment dans le secteur muséal, et on est en train de le rééditer. On fait ça tous les 10 ans pour essayer aussi de voir un peu l'évolution des secteurs. C'est quand même, à l'époque, pour les musées, ça a été quand même le démarrage au niveau aussi sur le plan du décret, etc. Ça permet d'appuyer, évidemment, un certain nombre de choses. On l'a fait pour le secteur des arts de la rue, forain, aussi, cirque. Donc, c'est pas une première, mais celui-ci a eu ses petites particularités aussi, qui nous ont donné du fil à retordre. Donc, rien que déjà le titre, donc travailleurs, travailleuses des arts plastiques, visuels, numériques, de l'espace, des arts appliqués, du design et de la mode, et de l'architecture en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, on démarre de quoi, en fait, quand on dresse ce portrait? On a un avis du Conseil supérieur qui met en évidence, en fait, autour des mesures de soutien, que les arts plastiques font partie effectivement de la liste de ce qu'on peut appeler les parents pauvres, en fait, de l'aide à la création. Et une discussion se met en route à l'époque avec Frédéric Cabarrot, administrateur général de la culture, qui sollicite en fait l'Observatoire pour réaliser un portrait socio-économique du secteur. Il n'existait pas encore en fait en Fédération Wallonie-Bruxelles, et c'est vrai qu'il souhaitait avoir effectivement des données qui permettaient tant à l'administration évidemment qu'au cabinet de pouvoir effectivement aussi s'appuyer sur un certain nombre de choses. Pour pouvoir mener cette enquête, ce qui s'est révélé de toute façon être une enquête finalement administrée en ligne, on avait une série d'éléments pour nous aider. On a évidemment le décret, puisque les arts plastiques sont légiférés en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc là, déjà, quand on découvre ce décret, ça a déjà été un petit choc de voir effectivement qu'on allait devoir couvrir l'architecture, les arts numériques, les technologiques, les arts textiles, le design, le dessin, les stamps, l'illustration, la mode, la peinture, la photographie, la sculpture, la vidéo d'art ou toute autre forme artistique ou technique, y compris novatrice, de même nature. Ok, donc à partir de ce moment-là, avec Anne-Rose, on a su que ça allait être compliqué. Voilà. Heureusement, encore une fois, on a pu compter évidemment sur la direction des arts plastiques qui nous a pas mal aussi aidé au démarrage. Et on avait, bien entendu, la reconnaissance de la Fédération des arts plastiques en 2023, qui fait effectivement du coup aussi partie du comité d'accompagnement et qui pouvait nous amener évidemment toute une série de connaissances que nous n'avions pas. Alors, dans les défis méthodologiques, il y en a plein, en fait. Le premier, ça a été donc de trouver un titre à ce portrait. Donc, ça a pas mal bataillé pour que chacun puisse s'y retrouver, d'où cet énorme titre dans lequel il fallait mettre un maximum de disciplines. Et ce titre, il est également le résultat en fait d'un choix méthodologique, qui va orienter évidemment la méthodologie, mais c'est un choix du comité d'accompagnement de s'intéresser aux travailleurs et aux travailleuses des arts étudiés. Donc je vais souvent reprendre cette formulation de art étudié pour ne pas à chaque fois devoir évidemment nommer
tout ce qu'il y a dans ce fameux décret. Et donc l'idée, c'était vraiment de s'intéresser effectivement aux personnes, aux artistes créateurs. C'est eux qu'on essayait de mettre en évidence, leur parcours, leurs difficultés, etc. Donc ce que ne va pas être le portrait aujourd'hui, ce ne sera donc pas une analyse de l'économie du secteur avec l'impact de l'emploi, avec une mesure de la valeur ajoutée, etc. Ce n'est pas ça du tout qui va vous être présenté évidemment aujourd'hui. C'est plutôt de s'intéresser effectivement aux personnes qui composent tout ce secteur. Autre difficulté, défi méthodologique, c'est évidemment de dresser un périmètre. Alors, on peut croire effectivement que c'est assez facile. Ça l'est lorsque le périmètre est connu, ficelé, bouclé, avec les adresses des personnes à contacter. Donc effectivement, si demain on refait un portrait socio-économique des centres culturels, en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sera beaucoup plus simple. On a une liste, elle est arrêtée, on a des adresses et on contacte les personnes. Ici, le souhait, c'était vraiment d'aller à la rencontre des artistes plasticiens, qu'ils soient reconnus ou pas, donc dans le sens subsidié ou pas. Donc on ouvrait le champ des possibles puisqu'on n'avait pas évidemment une liste arrêtée et qu'il allait falloir effectivement avoir un travail assez conséquent sur la constitution du périmètre. Et donc on s'intéressait à toutes ces personnes, qu'elles soient diplômées ou non, c'est-à-dire qu'elles soient détentrices ou pas d'un titre relevant d'une filière artistique, émergent ou confirmé, donc il n'y avait pas non plus, on ne fermait pas les portes de ce côté-là. Et l'idée était qu'on voulait qu'elles soient effectivement résidentes en Fédération Bruxelles ou pas, mais si elles ne l'étaient pas, il fallait pouvoir réaliser une partie, en tout cas, de leurs activités en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc il y a une espèce quand même d'entonnoir là-dessus, sur la résidence, donc il y a une série de questions qui ont permis effectivement de voir qu'on allait s'adresser à toutes ces personnes. Et il y a une balise temporelle qui a été souhaitée également, c'est-à-dire qu'il fallait avoir exercé une activité, évidemment, durant les 5 dernières années. Donc l'idée aussi par rapport à ce périmètre, ce qui est important aussi à partir du moment où on ouvre le champ des possibles et qu'on n'a pas une liste arrêtée, c'est qu'on ne va pas donc rechercher la représentativité. Donc il ne va pas y avoir a posteriori de se dire on a un taux de représentativité d'autant pour les photographes, les ceci, les cela, pas du tout. C'est impossible à faire puisqu'on n'a pas le périmètre au départ, on n'a pas la population étudiée dans son entièreté. Donc ce qu'on a visé, c'est effectivement la diversité des profils, de pouvoir s'adresser à un maximum de disciplines différentes dans les arts plastiques. Et donc ça suppose un gros travail en amont pour construire des bases de données où on va pouvoir retrouver effectivement plein de ces personnes, évidemment. Alors, autre défi, c'était de pouvoir, c'est ce qu'on a appelé le croisement des regards, c'est-à-dire de s'intéresser évidemment aux individus, mais également de pouvoir questionner les structures et de reconnaître leur positionnement par rapport aux arts étudiés. Donc, il y a une liste d'opérateurs qui a été dressée, opérateurs spécifiques arts plastiques, et puis également une série d'opérateurs qui sont, entre guillemets, je veux dire, connus pour pouvoir, qui valorisent les arts étudiés. Donc, sont entrés dans cette base de données les centres culturels, les musées, les centres d'expression et de créativité, pour pouvoir donc amorcer cet autre défi qui était la construction d'une base de données unique avec évidemment une multitude de sources d'informations. Et c'est là aussi qu'on a eu un gros coup de pouce évidemment des membres du comité d'accompagnement. Donc évidemment qu'on a pu disposer des données qui étaient disponibles à l'administration générale de la culture. On a Bicraft qui nous a également aidé avec sa liste de membres, la FAP, bien entendu, Wallonie-Bruxelles Design Mode, une liste de photographes également au départ de la cellule Archi, le comptoir des ressources créatives. Et avec tout ça, effectivement, on a construit, côté individu, donc, en tout cas, une base de données. Côté structure, c'est pareil. On est parti sur on va dire un noyau dur côté administration générale de la culture, avec les centres d'art, les collectifs d'artistes, les galeries, les artistes Run Space, et auxquels on a ajouté, comme je vous l'ai dit, de par l'open data, les centres culturels, les musées et les CEC. Et on a également fait une recherche sur les galeries d'art en Wallonie et à Bruxelles. On avait alors 3635
cible pour le questionnaire individu. Donc, on a créé 2 questionnaires adressés aux individus et adressés aux structures. Et on avait 600 cibles valides, c'est-à-dire dont on avait évidemment une adresse correcte pour le questionnaire structure. Le choix a été de faire une enquête quantitative en ligne, puisque ce sont des adresses mail qui ont été récoltées. On est sur fin mars jusqu'à juin 2023, avec au final donc 751 répondants individus dont on a pu traiter les réponses. Donc on a à peu près un taux de réponse de 21%, et on a sur les structures 151 répondants structures, donc un taux de réponse de 25%. Donc on est tout à fait satisfait évidemment de ce retour avec une belle diversité à l'intérieur. Alors, plusieurs thématiques en fait ont traversé ce portrait, et moi je vais vous dresser un peu, on va les parcourir et je vais vous dresser les principaux résultats. Donc évidemment, d'abord, s'attarder un peu évidemment sur le profil de ceux qui nous ont répondu. Qui sont-ils, tant du côté individu que côté structure? Quelles sont les disciplines qui sont en fait mobilisées? La question du partenariat qui est évidemment très importante, besoin de reconnaissance, le soutien financier aux arts étudiés, le temps de travail, les composantes du travail artistique, les infras pour la production, les leviers et aides essentielles à la production artistique, une thématique autour de la valorisation des œuvres, création, bien entendu tout ce qui est rémunération, ressources financières, et on avait également abordé avec les individus la reconversion professionnelle et l'interruption de carrière. Alors, au travers de ce portrait, vous le verrez dans la publication, les thématiques, ce sont celles qui ont été traitées avec les individus. Et lorsque c'est possible, donc c'est notre fil rouge, c'est vraiment le questionnaire individu qui était beaucoup plus conséquent d'ailleurs. Et dans la mesure du possible, alors on intègre des éléments d'information qui nous ont été donnés par les structures. Comme ça, on peut un peu croiser aussi les regards. Donc on va passer aux chiffres, voilà, puisque vous êtes venus quand même pour ça, pour découvrir évidemment ces résultats. Alors, tout d'abord, concernant les individus, donc sur les 751 personnes qui nous répondent, on en a 725 qui sont domiciliés en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les autres, donc les 26 autres, on va en avoir 12 qui sont domiciliés en Belgique, principalement en Flandre, et dont une en communauté germanophone. Et une en communauté germanophone. Et on a 14 qui sont domiciliés à l'étranger, mais au sein de l'Union européenne, avec la France 8, l'Italie 3, l'Espagne 2 et l'Autriche une personne. Donc là, il s'agissait de personnes qui avaient une partie de leurs activités en fédération. C'est pour ça qu'elles sont réintégrées dans le périmètre d'observation. Alors, pardon, excusez-moi, j'étais un peu trop vite. Alors, pour ce qui est en fait de la répartition en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a évidemment une représentation là sous forme de camembert. On voit qu'évidemment la région Bruxelles-Capitale est évidemment fortement représentée dans les domiciles, sur le plan domiciliation, et la province de Liège également. Alors, sur les disciplines, donc l'idée, c'est que, sur le rôle, pardon, pas encore les disciplines, on a donc interrogé les individus qui devaient choisir un rôle principal et ensuite ils pouvaient choisir des rôles secondaires, mais on avait vraiment besoin qu'ils se positionnent en fait sur toute une série de modalités de réponse qui ont été créées en amont. Et donc on a 2/3 en fait des répondants qui se retrouvent dans le secteur des arts plastiques ou dans celui des arts visuels. Alors ici, on a un peu essayé de regarder, de croiser en fait les résultats avec le genre et l'âge. Et donc, vous découvrirez évidemment tout ça en détail dans la publication, mais les résultats sont plutôt intéressants, c'est-à-dire que si on fait une répartition, si on regarde la répartition des femmes et puis si on observe la répartition des hommes, on observe par exemple que les femmes sont davantage représentées dans les arts plastiques par rapport aux hommes, dans les arts appliqués, dans le design et la mode. Et on a une tendance inverse pour les arts visuels, les arts numériques et technologiques et les arts de l'espace, où là, on a une plus forte proportion d'hommes. Et donc, c'est vraiment un croisement qui se fait vraiment sur 100% de femmes, où est-ce qu'elles sont, 100% d'hommes, où est-ce qu'ils sont. Donc, on a complètement éliminé la problématique qui est qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans notre échantillon final.
Donc, il n'y a pas cette influence-là qui joue. Au niveau de l'âge, c'est intéressant aussi, puisque là, on a dû faire des regroupements, parce que sinon, évidemment, et c'est pour ça qu'il n'y a pas tant que ça de croisements, vous verrez dans la publication, d'abord parce qu'il y a énormément de données, déjà, à l'état brut, qui sont évidemment super intéressantes, mais parce que, notamment, les croisements, plus vous croisez avec des variables, si vous croisez ici les disciplines avec plein d'autres variables, vous recréez à chaque fois des mini-catégories, et donc statistiquement parlant, vous n'arrivez plus à rien montrer puisque vous avez des trop petits échantillons d'analyse. Et donc, avec l'âge, on se aperçoit en fait que les moins de 40 ans vont davantage se retrouver dans le design et la mode, les arts visuels, par exemple, et ils seront moins représentés dans les arts plastiques et les arts appliqués, où on a plutôt la tendance inverse, qui est plutôt les plus de 40 ans dans ces deux derniers secteurs. Et donc, il y a aussi une observation lorsqu'on permet donc de prendre un rôle principal et puis de pouvoir choisir un rôle secondaire, ce constat qui est de se dire, en fait, il n'y en a que 10% qui se sont cantonnés à un rôle principal. Donc, on voit bien qu'effectivement, on est sur plusieurs disciplines, en fait, plusieurs rôles dans le secteur. Alors, quelques éléments aussi sur toujours ces individus. Donc, je l'ai dit, on a une plus forte proportion de femmes. Elles sont 61% de notre échantillon. Pour ce qui est de l'âge, on est plutôt bien diversifié aussi. On a posé la question sur la situation familiale aussi, dans l'expectative de se dire, tiens, à un moment donné, est-ce qu'on croiserait un peu avec cette situation pour voir si on vit les choses différemment, si on est en couple ou seul. Voilà, donc on est sur des couples avec enfants, des seuls sans enfants, enfin c'est aussi assez varié. Et le niveau de diplôme, on est plutôt effectivement sur des gens qui ont suivi des études supérieures, type court ou long. Si on regarde dans ces personnes-là, au sein de ces individus-là, on se rend compte que donc, parmi ceux qui sont diplômés du supérieur, il y en a 77% qui ont un diplôme en lien avec les arts étudiés. 21% ont notamment suivi, ont aussi éventuellement suivi une filière non artistique et 9% une filière non artistique pour 21% et 9% une filière artistique différente que celle des arts étudiés. Le total faisant plus de 100%, vous le verrez, c'est expliqué aussi dans la publication, parce qu'on pouvait avoir plusieurs diplômes. Voilà, donc il y a des moments comme ça où les pourcentages sont effectivement supérieurs à 100%, notamment quand on a des questions à choix multiples. Alors, on a également voulu en fait questionner les individus pour qu'ils puissent en fait se positionner à la fois avec un regard objectif, c'est-à-dire l'ancienneté, et donc ça c'est vraiment la date de démarrage dans les arts étudiés. Donc on a 41% des répondants qui ont minimum 20 ans d'ancienneté, avec une ancienneté moyenne qui est à 19 ans, et finalement dans nos individus répondants, 11% qui ont moins de 5 ans d'ancienneté. Mais on a souhaité également que les individus puissent poser un regard en fait sur leur parcours. Et là, alors, on est sur une donnée plus subjective, c'est-à-dire, tiens, où est-ce que je me situe, moi, où est-ce que j'estime que je me situe dans mon positionnement professionnel. Là, c'était des modalités qui ont été créées en amont. Ils ont dû faire effectivement un choix. Et donc, on est plutôt dans une position avec des gens qui ont déjà une reconnaissance professionnelle avec un rayonnement de leur travail, 63%, 30% qui sont dans la position un peu médiane, qui créent, qui exposent, qui peut déjà éventuellement vendre déjà plusieurs des œuvres, mais qui cherchent encore à se faire connaître, et les 7%, moins importants, entre guillemets, non pas qu'ils soient eux moins importants, mais une plus faible proportion finalement dans les répondants de gens qui font leur premier pas. Donc effectivement, ça c'est le genre de questions, en tout cas de réponses, qui nous permet, en tout cas nous en tant que chercheurs, de se dire, donc ça veut dire que les réponses qui sont données sont plutôt données par des gens qui ont déjà de la bouteille. Donc en termes par rapport à ce portrait, évidemment, c'est intéressant par rapport au positionnement de ces gens sur toute une série de choses. Ça veut dire qu'ils ont déjà pas mal de vécu.
Côté structure, alors maintenant, qui sont-elles? Donc là aussi, pareil, on leur a demandé de s'identifier. Donc on a 25 centres culturels, donc on avait 151 structures. On a 25 centres culturels, 25 CEC, on a 16 musées, 14 centres d'art, 9 galeries. Et ensuite, on a des espèces de petits mix, les gens qui sont positionnés sur plusieurs éléments. Et où se trouvent ces structures qui nous ont répondu? À Bruxelles, à Liège, mais également dans les autres provinces. Donc on est un peu partout. Il n'y a pas d'endroit où effectivement on n'est pas, en tout cas dans les structures qui nous ont répondu. Alors que font-elles comme mission par rapport aux arts étudiés? Elle se situe à la fois en fait autour de la valorisation, diffusion, monstration, autour de la médiation et du soutien à la production des œuvres, création, et pour 2 tiers, et donc si en plus on ajoute les 26%, on est déjà sur encore beaucoup plus, ce sont des structures qui accordent effectivement une place importante, voire très importante en fait, aux arts étudiés. Donc là aussi, ça veut dire qu'elles vont pouvoir évidemment s'exprimer en connaissance de cause aussi, ce qui ne veut pas dire qu'elles auront toujours des avis convergents avec ce que nous ont dit effectivement les individus, et c'est ça qui est aussi très, très intéressant. Dans les disciplines, alors pour voir les disciplines, c'est une question qui a été abordée des deux côtés, dans les deux questionnaires. Il fallait bien se baser évidemment sur un référentiel. Le référentiel qu'on a utilisé, c'est le décret relatif à l'enseignement supérieur qui liste les études envisageables dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, et on a ajouté l'architecture. Alors, qu'est-ce qu'on constate du côté, tant côté individu que côté structure, on a une tendance évidemment à mobiliser plusieurs disciplines. Du côté individu, on avait mis un maximum en fait à 5 choix de disciplines, parce que l'idée c'est vraiment d'essayer de voir s'il y a des choses qui ressortent, sinon évidemment tout le monde choisit tout et on ne sait plus rien dire au final. On a quand même 39% des individus qui vont jusqu'au choix des 5, donc si à mon avis on leur avait donné le choix de 10, je pense qu'on aurait eu encore beaucoup de gens aussi jusqu'à 10 choix. Donc on a une très forte disciplinarité, pluridisciplinarité, mais avec certaines qui sont plus souvent citées, donc l'installation, la peinture, la sculpture, la photographie, le dessin. Dans la publication, vous aurez les résultats pour l'ensemble des disciplines. Et côté structure également, pas mal de disciplines. Et là, par contre, pour essayer de voir un peu, d'essayer d'approcher l'offre, on n'avait pas mis de limite dans le choix des modalités de réponse, et on retrouve à peu près les mêmes disciplines, mais dans un ordre différent. Donc c'est la photographie, la peinture, la sculpture et le dessin qui sont davantage mobilisés par les structures. La question du partenariat, donc ça c'est évidemment un élément important, enfin ils le sont tous évidemment, mais c'est avec qui est-ce que les individus collaborent, et côté structure, c'était aussi de les interroger pour voir un peu avec quel type d'acteurs des arts étudiés, toujours évidemment, elles collaborent. Côté individu, à nouveau, grande diversité des structures avec lesquelles ils vont collaborer, mais on en a 3 qui effectivement recueillent un nombre plus important de citations. Donc c'est les structures porteuses d'un événement dédié aux arts étudiés, c'est les galeries d'art et les centres culturels et maisons de la culture. Côté autre élément où on s'est intéressé côté individu, c'est autour des projets de création collective. Donc une très large part des répondants ont déjà participé à des projets de création, et pour 3/4 d'entre eux, finalement, dans ces projets-là, ils travaillent aussi bien avec des gens des arts étudiés dans la recherche que d'autres domaines culturels. On en a quand même 1 sur 5, donc à peu près 1 sur 5, 19%, qui disent ne travailler qu'avec des travailleurs des arts étudiés. Donc ils se limitent vraiment à rester au sein des différentes disciplines des arts plastiques. Alors, ils font également
On a également interrogé les individus pour savoir s'ils étaient membres d'organisations. Donc évidemment, le bureau social va être fréquemment cité, les sociétés de droits d'auteur également, mais on se rend compte que 31% des individus nous ont répondu en fait qu'ils n'étaient membres d'aucun des organismes, en tout cas de ceux que nous on avait cités, qui étaient donc le bureau social, société de droits d'auteur, des collectifs d'artistes, des organisations, fédérations professionnelles et organisations syndicales. Donc c'est pas qu'ils n'ont pas répondu à la question, c'est que clairement ils ont dit qu'ils n'avaient qu'ils n'étaient membres d'aucune de ces organisations, ce qui est évidemment différent comme réponse. Côté structure, qu'en est-il des partenariats? Pareil, les structures ont l'habitude de collaborer avec plein de profils différents au niveau des arts étudiés. Vont être plus largement cités les créateurs dans le secteur des arts plastiques et les créateurs dans le secteur des arts visuels. On leur a alors demandé aux structures, tiens, parmi l'ensemble de vos collaborations, si vous deviez faire une proportion en termes de provenance, en termes de situation géographique des personnes avec lesquelles vous collaborez, on serait sur quel type de profil? Et donc, on est FOEB évidemment à 77%, c'est 7% avec la communauté flamande, c'est 1% avec la communauté germanophone, avec l'étranger, mais Union européenne 12%, et étrangers hors Union européenne 3%. Et là, après coup, on s'est dit, en fait, étrangers, Union européenne, 12%. C'est sans doute aussi, on aurait dû être plus fin et on aurait dû sans doute envisager les pays limitrophes, ce qu'on n'a pas fait, parce qu'on aurait pu mettre en évidence, à mon avis, l'importance sans doute de la France. Et là, fatalement, ici, elle est noyée dans les 12%. Que représente-t-elle exactement? C'est du coup compliqué, évidemment, de le savoir. Alors, dans les obstacles, donc au niveau des structures, on leur a demandé quels étaient les obstacles en fait à la constitution de collaboration. Le plus souvent cité, c'est le coût des collaborations. Et puis, c'est également, par contre, ce qui est intéressant, c'est que 28% estiment qu'il n'y a aucun obstacle en fait à mettre en place des collaborations. Parmi les modalités de réponse, vous le verrez, vous le découvrirez dans la publication, on avait également mis en évidence l'offre culturelle des arts étudiés. Donc, ce qui est plutôt intéressant, on avait un peu essayé de la tester, je dirais, sous différents aspects. Et donc, ce qui est plutôt très positif, c'est qu'effectivement, l'offre culturelle n'est pas du tout un obstacle. C'est-à-dire qu'en fait, on ne considère pas qu'elle est trop abondante, qu'elle est insuffisante, on ne l'estime pas méconnue et on ne l'estime pas dénuée d'intérêt. Donc, c'est vraiment déjà quelque chose de très... très positif de la part, en tout cas, des structures qui ne le voient pas. En tout cas, il n'y a pas de problème qui est mis en avant comme étant un obstacle à la constitution de collaboration. Alors, le besoin de reconnaissance, c'est pas tant que les artistes plasticiens ont besoin de plus de reconnaissance que les autres, loin de là. Le besoin de reconnaissance, c'est un besoin que tout le monde a. Hein. C'est Maslow, le psychologue américain, qui classe en fait cette fameuse pyramide des besoins, et le besoin de reconnaissance, c'est ce fameux quatrième pilier. On a tous besoin d'être un peu reconnus par la société, par les pairs. Fatalement que c'est le cas aussi côté art plastique. Et donc, on a évidemment posé la question autour du statut, bien entendu. Sauf que, alors je ne présente pas ici les résultats, vous aurez des informations dans la publication. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est mis en évidence aussi dans l'écrit, dans la publication, c'est que la réforme était en cours au moment de l'enquête. Donc ça joue évidemment sur, d'abord déjà la manière dont les gens évidemment ont pu répondre à nos questions aussi. Est-ce qu'ils étaient encore l'ancien système, nouveau système, pas encore totalement d'application, etc. C'est assez compliqué à savoir. Maintenant, c'est vraiment une préoccupation qui était forte du côté du comité d'accompagnement, de s'intéresser quand même à cette question du statut, et notamment parce que il y avait une interrogation autour des critères. Et donc, on s'est dit, en fait, on va partir d'une affirmation. Et donc, on a interrogé les individus et les structures. On leur a dit, voilà, donnez-nous votre degré d'accord par rapport à l'affirmation suivante. Et donc, l'affirmation était les critères pour accéder au statut de travailleur des arts en Fédération Wallonie-Bruxelles correspondent aux réalités professionnelles des travailleurs des arts étudiés. Donc, 2/3 des individus nous disent qu'ils ne sont pas d'accord avec cette affirmation et 61% des structures ne sont pas d'accord non plus. Donc, ça laisse effectivement une porte d'entrée à la discussion à l'époque. Évidemment, il faudrait pouvoir le refaire
après coup. À l'époque de l'enquête, donc 2023, 83% des répondants individus ne bénéficiaient pas du statut. Et ce qui était mis en avant comme obstacle, c'était notamment effectivement le fait de ne pas rencontrer les critères en termes de nombre de jours et nombre d'heures à prester, et également que les formalités étaient administratives et c'est soit jugées complexes, soit jugées trop lourdes. L'autre partie du besoin de reconnaissance, c'est la reconnaissance effectivement par aussi, on va dire, ceux qui nous entourent. Et donc là, c'est l'autre versant, c'est celui qu'on a voulu analyser aussi. Et donc, c'est quelles instances, quels sont les autres types d'acteurs qui vont jouer un rôle important. Évidemment que le public est mis fortement en évidence, donc c'est tout ce qui va être bâtonnet, le petit bout vert et mauve, qui est jugé donc important, voire très important. Donc on a le public, on a les pairs et on a les institutions publiques, puis on en a plein d'autres, on le voit, qui jouent aussi des rôles évidemment importants. Là, je vous en cite évidemment quelques-uns. Alors, soutien financier aux arts étudiés, que nous apprennent les structures par rapport à ça, par rapport au soutien qu'elles donnent. Donc l'idée, c'est déjà qu'on a parmi les répondants une grande partie évidemment qui consacre un budget aux arts étudiés, et parmi celles qui avaient répondu à la question, on en a 20 qui déclarent même qu'elles y consacrent la totalité de leur budget parce qu'elles sont évidemment plus spécifiques aux arts plastiques. Alors, les subventions, sans surprise, les subventions de la FOEB jouent un rôle important dans ce soutien. Donc, parmi effectivement les modalités avec lesquelles elles peuvent soutenir, elle est citée par 86% des structures, cette subvention FOEB, et c'est au travers des contrats, programmes, conventions, appels à projets et aides à l'organisation de manifestations que les structures vont soutenir le secteur. Il faut savoir que quand on leur a demandé aussi, vous consacrez un certain budget, est-ce que vous estimez qu'il est suffisant, insuffisant ? Leur budget qu'elles décident de consacrer, évidemment. Et donc, dans les structures qui nous ont répondu, il y en a moitié qui estiment qu'effectivement, ce budget est plutôt insuffisant, voire tout à fait insuffisant, et qu'elles souhaiteraient évidemment pouvoir soutenir davantage. Mais elles doivent faire aussi des choix. Et 26% trouvent qu'il est suffisant, voire très suffisant. 24 sont sans avis par rapport à ça. Un des aspects qui était important pour le comité d'accompagnement, c'était de s'interroger, comment est-ce que finalement, y a un soutien actuel, comment est-ce qu'on pourrait finalement à l'avenir soutenir mieux, sur quoi, voilà. Et là, donc, on a interrogé effectivement les structures là-dessus. Et donc, du côté des structures, en tout cas, elles estiment que prioritairement, puisqu'il y avait d'autres éléments, la fédération devrait apporter un soutien autour de la valorisation-monstration des œuvres et créations, autour de la rémunération des travailleurs des arts étudiés et autour de la production. Que c'est là-dessus, en tout cas, qu'il faudrait mettre une priorité en termes de soutien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire que l'idée, c'est vraiment, soutenir mieux. C'est en tout cas là-dessus qu'on estime que ce serait bien de pouvoir soutenir davantage, différemment, les artistes, artistes créateurs du secteur. Du côté des individus, alors, qu'est-ce qu'eux nous disent sur ce qu'elles reçoivent, en fait, en termes de soutien. Donc là, on avait cette balise temporelle, sur les 5 ans. On a 2/3 qui déclarent avoir bénéficié d'un soutien. 3 grands dispositifs, l'aide à la création, l'appel à projet et résidence, qui sont les plus souvent cités. Il y en a d'autres, vous les découvrirez également. Pour 71% des répondants, au moins de ces dispositifs provient de la FOEB. Et lorsqu'on pose la question des obstacles, en fait, pour solliciter un soutien, ce qui revient plus fréquemment, c'est le manque d'informations, la lourdeur administrative, la méconnaissance des démarches à effectuer pour solliciter un soutien. Il y a évidemment d'autres obstacles qui ont été cités, mais de manière moins importante. Là aussi, la question était de savoir, pour soutenir mieux, sur quoi, effectivement, vous auriez besoin que la fédération mette l'accent. On va retrouver, là, par contre, c'est vraiment la production qui est mise en avant, production, création, réalisation, et ensuite la rémunération des travailleurs des arts étudiés.
Autour du temps de travail maintenant, donc là, on a donc 2/3 des individus en fait, pour lesquels en fait, l'activité autour des arts étudiés constitue l'activité professionnelle à titre principal. Et là, on leur a demandé, tiens, voilà, sur 100% de votre temps de travail, est-ce que vous pourriez nous répartir un peu entre les différents éléments qui sont là, comment vous répartissez effectivement votre temps de travail. Et puis, une fois qu'on a récolté toute l'information, on a fait, on va dire, un profil moyen. Donc, c'est une moyenne des pourcentages par thématique. Et donc, le profil moyen, on va dire, d'un individu travaillant dans le secteur, il consacre 35% de son temps à l'aspect production et 20% à l'aspect recherche, donc ce qui va se passer effectivement en amont. Et du coup, on voit que tout ce qui est, par exemple, valorisation, monstration, on est à 10%. Tout ce qui est communication, etc., on va être à 8%. On ne peut pas être évidemment partout à la fois. Donc, on a 2 postes qui vraiment occupent plus de la moitié du temps de travail. Donc ça, c'était intéressant aussi de voir un peu en termes de répartition, sur quoi, en fait, comment on répartit un peu son temps de travail quand on est dans le secteur des arts considérés. Alors, autre thématique importante, c'était effectivement les infrastructures dont on dispose pour produire des œuvres et des créations. 79% des individus ont un espace de travail dédié. On avait posé la question en dehors des résidences d'artistes, parce que les résidences d'artistes ont fait l'objet vraiment d'un petit questionnement à part. Où est-ce qu'il se trouve cet espace ? Dans son espace de vie, parfois également en dehors, dans des espaces partagés moins, et tout ce qui est coworking également moins fréquenté par nos individus. Qu'en est-il alors des résidences d'artistes ? Alors, elles suscitent toujours un vif intérêt côté individu, et donc celles qui en ont bénéficié, en tout cas la dernière, s'est passée... pour celles et ceux qui en ont bénéficié, donc il y en a 39%. La plus récente s'est déroulée à l'étranger, puis en Fédération Wallonie-Bruxelles, et puis en Belgique hors Fédé. Le total à nouveau faisant plus de 100%, les 3 derniers pourcentages, puisque on voulait tenir compte du fait qu'une résidence avait pu se dérouler pour partie à l'étranger, par exemple en FOEB, etc. Donc c'est pour ça que c'était une question à choix multiples. Côté structure, les structures qui ont répondu à notre enquête offrent également des résidences d'artistes. Dans les 53, puisqu'il y en a 53 sur 105 qui répondent à la question, 22 accueillent exclusivement des artistes créateurs des arts étudiés, 23 s'ouvrent à d'autres disciplines et 8 déclarent ne pas accueillir du tout d'artistes créateurs des arts étudiés au moment effectivement où se fait l'enquête. Avant d'aborder les aides, parce que vous voyez bien, non, je peux le faire, on regardera après, mais donc avant d'aborder la question sur les aides essentielles pour produire en FOEB, on avait, si vous vous souvenez dans les thématiques, c'était levier et aide pour produire en FOEB. Et donc, on avait voulu effectivement un peu investiguer les impulses. Tiens, qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans une production ? C'est quoi qui nous incite à le faire ? On avait fait toute une série de modalités de réponse avec le comité d'accompagnement. Donc, les expositions sont effectivement... citées comme étant un incitant à produire, en fait, souvent, voire très souvent. Souvent, voire très souvent, c'est un incitant. La commande privée. Et puis, par contre, on avait mis concours et prix. Bon, là, c'est pas forcément vraiment perçu comme un incitant. Les résidences d'artistes non plus. Et les commandes publiques non plus. Et donc, en fait, on a c'est pour ça que je ne les ai pas présentées, mais c'est dans la publication. On a, au niveau de cette question, 49% des individus qui nous ont dit qu'en fait, l'impulse pour produire ne se trouvait dans aucune se faisait hors cadre par rapport à ce qui avait été ce que nous avions proposé. Donc là, voilà, ça c'est un petit bémol, ça fait partie des limites évidemment dans toute enquête. Il y avait sans doute mieux à faire. Bon, c'était pas ressorti non plus dans le pré-test. Donc il y a quelque chose qu'on n'a pas capté. Sans doute là, dans les modalités de réponse. Alors peut-être que si on avait ouvert la question, on aurait eu des choses et on aurait pu, sauf que le questionnaire était déjà très conséquent, qu'on ne pouvait pas se permettre de mettre des questions ouvertes partout.
Donc voilà, il y a sans doute là un élément qui nous a peut-être échappé en dehors des expos. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas su vraiment capter. Pour ce qui concerne alors les aides pour produire en FOEB, on a interrogé aussi bien les individus que les structures avec les mêmes modalités en fait de réponse justement pour pouvoir croiser les regards. Et donc, si on fait le comparatif, j'aurais pu effectivement mettre aussi sur un seul graphique, un seul tableau, je le fais par la suite. Mais on a, côté individu, c'est évidemment les aides mises à disposition d'ateliers, l'aide administrative et les échanges qui sont vraiment mis fortement en évidence. Et côté structure, les aides pour produire, elles estimaient que ce dont finalement les gens avaient besoin, c'est sans doute plutôt la mise à disposition d'ateliers, aussi l'aide administrative, mais on voit très fort très fréquemment citer cette mise à disposition d'ateliers. Et puis, elles se répartissent sur les autres thématiques également. Donc ça permet évidemment de confronter un peu les regards et on voit que les classements sont évidemment différents et parfois certaines choses qui sont plutôt relevées fortement par les individus et au final en fait moins mis en évidence côté structure. Donc ça c'est intéressant aussi évidemment. Je prends le cas de la mise à disposition de matériaux. Les individus, il y en a 27 qui nous le citent comme étant une aide importante. Alors que côté structure, finalement, eux, c'est 14% des structures qui disent oui, ça pourrait être une aide importante. Elle semble vachement plus importante côté individu. Donc, c'est en tout cas quelque chose qu'eux relèvent plus. Donc, ça peut être intéressant aussi côté structure de se dire donc c'est ça dont finalement les individus ont plus besoin et de sans doute peut-être aussi avoir la possibilité de se repositionner dans ce qu'elles peuvent procurer comme soutien, comme aide au secteur. Autour de la valorisation, élément évidemment important, cette valorisation. Donc là, il y a plein de choses qui ont été interrogées. Vous découvrirez aussi dans la publication. Donc de manière générale, on avait interrogé les individus sur leur rayonnement en Belgique. Est-ce qu'on est plutôt dans du local ou plus vers du national sur une échelle, évidemment. Donc, on est sur un rayonnement qui est FOEB et jusqu'au national, en fait. Donc, voilà, ça se répartit. Il y en a qui sont plutôt sur le local, 1/5, et sur du régional également. Et certains qui nous disent qu'ils n'estiment pas forcément avoir un réel rayonnement. Et puis, il y a 53%, puisqu'on a interrogé ensuite sur le rayonnement à l'international, 53% des individus qui nous confirment avoir un rayonnement également international. Et quand il s'agit de les interroger sur les moyens de communication pour valoriser les œuvres créations, qu'est-ce qu'on utilise? Ce sont évidemment les réseaux sociaux qui sont cités, c'est le bouche à oreille, bien sûr, ce sont les réseaux personnels aussi, et la participation à des événements, style foire, salon, qui évidemment est fortement cité également. S'agissant alors des territoires, de territoires de valorisation, donc c'est de savoir, à un moment donné, est-ce qu'il y a eu valorisation publique? Si oui, où? Donc on est plutôt évidemment en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec également, on a interrogé également sur les profils des acquéreurs, avec évidemment les particuliers, avec les particuliers qui arrivent très largement en tête, suivi des galeries d'art, des institutions privées. Vous aurez évidemment dans la publication toutes les autres modalités de réponse qui étaient proposées. Là, à chaque fois, je vous mets évidemment ce qui est le plus souvent cité. Ça, je dirais, c'est pour la valorisation de manière globale. Alors, on a évidemment souhaité s'intéresser un peu plus particulièrement à la valorisation en Fédération Wallonie-Bruxelles et de confronter, donc je vais peut-être d'abord vous parler des lieux de valorisation, c'est-à-dire que là, en fait, n'ont été interrogées que les personnes qui, évidemment, ont eu l'occasion de valoriser en FOEB au cours des 10 dernières années, donc c'était 78% des individus. Et donc, où est-ce qu'ils valorisent? D'abord, dans les structures porteuses d'un événement, et puis dans les galeries d'art, mais également les centres culturels, les centres d'art, musées, ateliers personnels aussi, et collectifs d'artistes qui sont un peu moins fréquemment cités, mais cités quand même. Et alors, on les a interrogés, sur, pour finalement valoriser en FOEB, c'est quoi les aides dont on a besoin? Ça, c'est au niveau des individus et les structures, pareil. Qu'est-ce que vous pensez que les individus ont besoin pour pouvoir valoriser en fédération?
Et donc là, la confrontation des deux est toujours évidemment intéressante sur les mêmes modalités qui ont été interrogées des deux côtés. Donc, évidemment, la mise à disposition de lieux revient à nouveau, l'aide à la communication également, les échanges, confrontation avec d'autres artistes. On voit déjà qu'il y a un décalage. Les individus ont vraiment plus besoin, sans doute, de ça que ne pensent les structures. En fait, les structures pensent du coup que les artistes créateurs ont peut-être moins besoin, en tout cas dans une proportion moins importante. L'aide administrative, ils ont l'air d'être totalement d'accord. Voilà. Puis après, il y a d'autres, les autres, on a de nouveau dans l'histoire des locaux, vous voyez, de nouveau mise à disposition de locaux équipés, c'est l'inverse. Là, les structures pensent que c'est vraiment un élément important. Bah, c'est pas forcément ce qui ressort du côté individu. Donc cette confrontation, quand on a l'occasion de le faire, c'est pour ça que nous ici, on avait vraiment souhaité faire ce regard croisé, parce que c'est intéressant. Alors évidemment, quand vous avez juste le regard d'un des deux côtés, c'est toujours, enfin, je suis économiste de formation, donc pour moi, il y a l'offre et la demande. Donc ici, effectivement, il y a les individus, il y a les structures. Et donc il y a ce que nous disent les individus et puis ce que nous disent les structures. C'est vraiment intéressant de confronter les deux, puisqu'à un moment donné, évidemment, elles collaborent, elles se rencontrent. Et elles travaillent ensemble, donc c'est important, je trouve, pour chacun de pouvoir voir aussi ce que dit l'autre de soi et de son secteur également. Alors, les obstacles, là, on a interrogé tout le monde. C'est-à-dire que sur les aides, pour valoriser en fédération, pour les aides essentielles, on a interrogé tout le monde. Qu'on ait ou pas valorisé en FOEB, tout le monde avait son avis à donner. Et pareil pour les obstacles, qu'on ait ou non valorisé en FOEB, tout le monde a été interrogé, aussi bien les individus que les structures. Donc, on est sur les gros échantillons, donc 751 côté individu, 151 côté structure. S'agissant des obstacles, pour valoriser en FOEB, là, on est... Alors, je vois que je vous cache un petit bout du résultat, donc je remonte mon jabet. Et donc, on a évidemment l'absence, faible montant des rémunérations des artistes, qui est cité des deux côtés. Donc, structure et individu sont plutôt d'accord par rapport à ça. C'est un obstacle. Le manque de visibilité et de promotion, beaucoup plus mis en avant côté individu. Insuffisance des aides publiques, tiens, les structures le mentionnent davantage. Et le nombre réduit des lieux et des espaces, qui est un peu plus cité côté structure, mais l'écart n'est pas trop important. Donc ça aussi, à nouveau, pour les obstacles, voilà, ça permet aussi de pouvoir réfléchir un peu autour de ça et comment finalement essayer, dans la mesure du possible, évidemment, de contrer ces obstacles. Il ne veut plus avancer. Ok. Il est fatigué, à mon avis, déjà. Mon PC, voilà. Autre thématique importante, évidemment, c'est autour de la rémunération des tâches. Donc là, on avait aussi listé une série de tâches. Et au niveau des individus, on les a interrogés sur la fréquence de rémunération. Tiens, est-ce que la conceptualisation, la recherche n'est jamais rémunérée, parfois, souvent, toujours, ou bien est-ce que vous n'êtes pas concerné par ce poste-là? Bon, là, effectivement, plutôt du jamais, du parfois qui ressort côté individu. Mais donc, voilà, ça, c'est tous des résultats qui, évidemment, sont hyper intéressants pour pouvoir, justement, si on a envie de soutenir, pouvoir soutenir mieux. Voilà, c'est aussi des choses, c'est intéressant d'avoir ce retour-là aussi, évidemment, pour pouvoir se poser les questions aux bons endroits, en fait. Et donc, quand on a interrogé donc, les individus, on a interrogé évidemment les structures de la même façon, mais pas en termes de fréquence, du coup, puisque là, c'était d'essayer de voir. Et donc, je ne sais pas le mettre tous les deux sur le même, mais donc dans la publication, vous pourrez le voir, c'est intéressant. C'est-à-dire, voilà, ici, dans la rémunération, les structures nous disent, enfin, quand elles doivent se positionner, 72% nous disent qu'elles rémunèrent des activités de médiation. Et je reviens sur les individus. Là, j'ai 84% qui disent que c'est jamais parfois. Donc, ils ne s'entendent pas forcément sur ce coup-là. Et sur plein d'autres choses, ils ne s'entendent pas forcément non plus. Ils n'ont pas forcément le même avis. Voilà, après, c'est évidemment toujours une question d'interprétation derrière aussi. Donc ça, ce serait intéressant, évidemment, si on avait la possibilité, évidemment, de faire plus après une analyse qualitative, évidemment, c'est de confronter les deux avis et d'essayer de comprendre pourquoi, là-dessus, ils ont des points de vue qui sont différents. Et donc là, si vous comparez, vous allez voir qu'on est quand même sur des choses très
très différentes. Alors, c'est pareil pour la prise en charge des frais. Donc, on a interrogé aussi structures et individus sur, tiens, est-ce que les frais d'hébergement sont pris en charge, les frais de repas, de déplacement, etc. Et donc, là, on a... Alors, c'est un peu moins, parce que du coup, c'est un peu moins divergent, entre guillemets. Si on prend les frais d'exposition, 78% estiment qu'ils prennent en charge. Et effectivement, les résultats sont quand même au niveau du souvent toujours. On est plutôt quand même aussi, les individus, dans une proportion moins importante, évidemment. C'est moins fréquent en termes de nombre de citations, mais quand même, on est plus ou moins d'accord sur le fait qu'effectivement, là, il y a des choses qui se font. Les frais de repas, 32% côté structure, effectivement. On voit bien que c'est plutôt jamais parfois côté individu, donc ça a l'air d'aller dans le même sens. Donc voilà, c'est à nouveau des choses qui permettent de confronter un peu les regards aussi. Les sources de revenus, alors là, j'arrive tout doucement à la fin, je vous rassure. Je vais vous laisser la parole. Dans les sources de revenus, alors on a interrogé de deux manières différentes. On ne peut pas le faire à chaque fois dans les questionnaires, sinon ça alourdit très fort. Mais on a à la fois demandé quelles étaient les principales sources de revenus, parmi toute une série de modalités qui sont celles que vous voyez là, et en même temps de prioriser quelles étaient les plus importantes en termes de montant, en fait, dans un revenu d'un travailleur du secteur. Et donc, c'est intéressant de confronter les deux. C'est-à-dire que, par exemple, la vente d'œuvres, c'est la proposition, c'est la modalité la plus citée, et c'est également celle qui est le plus citée comme étant la plus importante. Donc, en priorité 1, on va dire ça comme ça, dans un revenu d'un travailleur du secteur. Les revenus liés à une activité dans l'enseignement artistique, là, c'est également important. Donc là, vous avez vraiment tout le dégradé. Et c'est comme ça qu'on voit que certaines, ça je vous laisserai découvrir, sinon je vais alourdir mon discours, je vous laisserai découvrir dans la publication. C'est notamment les revenus dans un domaine non artistique, voilà, qui sont en 4e position, en fait, là, alors qu'ils sont jugés comme étant très importants en termes d'importance dans un revenu. Voilà, donc ils aident quand même à soutenir l'activité artistique, finalement. Donc ça, vous verrez cette confrontation entre une source souvent fréquemment citée et en même temps, quelle est l'importance qu'elle a au sein d'un revenu. La thématique sur la reconversion professionnelle, l'interruption de carrière, ça nous semblait important aussi, effectivement, de pouvoir se demander, tiens, est-ce qu'à un moment donné, vous avez souhaité faire autre chose ou est-ce que vous avez souhaité vous arrêter ? Donc, du côté individu, évidemment, 44% des répondants n'ont jamais pensé à une reconversion professionnelle, 42% l'ont parfois envisagé, 14% l'ont souvent envisagé. Quand c'est le cas, qu'est-ce qui finalement justifie ou pousse en fait à cette réflexion-là ? C'est évidemment, j'aurais tendance à dire oui, évidemment, parce que après avoir côtoyé les membres du comité d'accompagnement, je me dis que c'est pas toujours des situations faciles d'être travailleur dans les arts plastiques. C'est évidemment la raison économique qui est mise en évidence, le fait de plus se sentir soutenu dans l'activité, le fait que ce soit trop dur finalement et qu'on se décourage. Et l'interruption de carrière, on a 54% qui n'y ont finalement jamais eu recours. Voilà un peu l'ensemble des thématiques. Merci évidemment pour votre attention. Et donc, du coup, si vous avez... J'espère qu'on a apporté un peu, comme les pièces d'un puzzle, qu'on a essayé de construire ce portrait avec plein de petites choses. Mais que si vous êtes encore perdu, vous pouvez me poser effectivement des questions. Merci beaucoup.